l'après-match. Je trouve ça le fun comme thème. Merci, Jean. L'après-match, ben oui. Écoute, on pourrait dire que l'après les matchs, là, parce qu'on va analyser les séries actuelles. Et mesdames et messieurs, j'ai dit tout à l'heure que je m'amuserais à ses dépens. Mais il était dans le champ pour plusieurs séries. Là, pour un gars qui connaît son hockey comme toi, là, écoute, de toute façon, ce sont toujours des projections, je te taquine. Là. Ah, c'est correct. Mais ce sont toujours des projections. Et c'est sur la glace que ça se passe. Effectivement. Écoute, les Panthers ont gagné pas la série, mais la Coupe du Président. Ils ont fini premier. Exactement. Pour chercher des bons termes. Là. Et ils se font sortir par Tampa Bay. Ouais. Et le dernier match, souviens-toi, 49 tirs contre Vasilevski. Ils ont joué tout seuls contre le gardien parce qu'il y a eu une vingtaine de lancers là, de la part de Tampa Bay. C'est le gardien de but qui les a sortis. Ah, complètement. Écoute, Andrei Vasilevski a tout simplement été phénoménal dans cette série-là. Je pense qu'il y a un pourcentage d'efficacité qui frôle le 950 là, au cours de cette confrontation-là. Vraiment, le gardien de but du Lightning a été tout simplement sensationnel. Mais je vais le dire aussi, oui, Vasilevski est pour beaucoup. Je pense que on parle de salaire de gardien de but. On voit encore une fois que lorsque tu n'as pas un joueur qui est nécessairement trop payé comparativement aux autres, ou est-ce que vous avez bien des équipes qui tentent d'avoir des super vedettes et qui sont payées plus de 10 millions par année, Vasilevski est un des rares Mohicans qui ne gagne pas nécessairement 10 millions par année, qui est en mesure de vraiment faire la différence pour sa formation. Et le Lightning de Tampa Bay est en train de retrouver vraiment son air d'aller. Et qui plus est, le fait que l'équipe de John Cooper ait sorti en 5 rencontres les Panthers, bien, pour une équipe qui a eu beaucoup de hockey dans le corps au cours des 3 dernières saisons, ça va faire extrêmement bien d'avoir ces 4 journées de repos supplémentaires alors que l'autre série dans l'Est se poursuit entre les Hurricanes de la Caroline et les Rangers de New York. Alors vraiment, le Lightning est vraiment une bonne posture pour, encore une fois, s'aligner là, pour être en forme pour avoir vraiment une bonne chance de se rendre en finale de la Coupe Stanley encore une fois. Bon, là, hier, on a vu, si on parle là, des séries actuelles, les Oilers qui ont sorti Calgary. Moi, je suis content, puis je vais te dire pourquoi. Je suis déçu pour Matthews, pour Toronto, parce que ce sont d'excellents joueurs, ça passe pas. Alors, hier, c'est Connor McDavid qui a compté le but à 14,57 la troisième période de la prolongation. Oui, pas la première période de prolongation. Écoute, Connor McDavid, on c'est une belle pièce de jeu en passant, parce qu'on voit Noah Hanifin qui arrive avec Lindholm en relance, qui vont passer devant Max Strom pour un pivot. Et c'est vraiment intéressant dans la structure du jeu, parce qu'on voit Johnny Gaudreau, c'est un jeu là, qui est censé être une relance par la rampe, le genre de jeu qu'on voit à répétition. Là, par exemple, lorsqu'on regarde les matchs canadiens où est-ce que le défenseur repart en fond de zone pour relancer le jeu le long de la rampe, on voit Johnny Gaudreau devrait être plus près de le long de la rampe. Et Draisaitl et McDavid, en voyant McDavid mettre de la pression sur Noah Hanifin et Lindholm, eh bien, McDavid attire 2 joueurs le long de la rampe et Draisaitl voit justement le fait que Gaudreau n'est pas collé tout à fait sur la rampe, va accentuer la pression sur Hanifin et ça va créer un bouchon permettant à McDavid de revenir dans le centre de la glace alors qu'on voit qu'il y a confusion. Si vous revoyez la séquence, vous allez voir que Draisaitl lève légèrement la tête pour voir du coin de là qu'est-ce que McDavid va faire. Et à partir du moment qu'il voit McDavid de couper au centre, c'est là qu'il va le faire la passe parce qu'il voit dans son angle de vision, il relève la tête un peu. Et Hanifin rate sa passe sortie de territoire. Et Lindholm sait qu'il est pris à contre-pied parce qu'ils sont 2 joueurs sur McDavid qui est déjà sur son pivot pour entrer en zone centrale. Et immédiatement, Draisaitl fait juste remettre la rondelle dans le centre de la patinoire, puis McDavid s'en va chercher. Merci, bonsoir. Et il marque le but gagnant. Donc vraiment, c'est une erreur de structure défensive dans la relance là, qui a causé le but gagnant pour les Oilers. Et je suis d'autant plus content parce que le but a été compté par un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, McDavid. Et là, Edmonton passe en demi-finale. Ouais. Il me semble que et dis-moi si je me trompe, c'est mérité. Je sais pas si c'est mérité. Je connais pas le hockey comme là, en passant. Non, mais des fois, le gars qui connaît le hockey, il est peut-être pas bon parce que si on se fait ça, pas sûr qu'il y en a. Mais je pense que pour les Oilers, c'est surtout, ça met fin à un long calvaire. La dernière fois qu'on s'était rendu en demi-finale, en finale de conférence de l'Ouest, il faut remonter en 2006 avec Dwayne Roloson, qui était notamment le gardien de but, avec Ryan Smith. Donc, il faut remonter à loin pour les Oilers, d'avoir une chance de se rendre en finale de conférence. Sauf que quand on regarde vraiment la constitution des Oilers, ça me fait peur un peu parce que, tu sais,
On parle souvent du principe de bandwagon quand il y a une équipe canadienne qui fait bien, là, que ce soit au baseball ou au basketball, avec les Raptors et les Blue Jays. Là, personnellement, je pense que le bandwagon commence à l'intérieur des Oilers même parce qu'à part Draisaitl et McDavid, oui, Zach Hyman a marqué son 6e des séries, mais je veux dire, c'est pas une grande équipe. Puis entre toi et moi, Michel, la série entre les Flames et les Oilers, pour moi, j'avais plus l'impression de voir une série entre les Stampeders de Calgary et les Eggs d'Edmonton parce que ça finit souvent avec des pointages très élevés. Et contre une formation, que ce soit les Blues de Saint-Louis ou l'Avalanche du Colorado au prochain tour, moi, personnellement, je veux dire, les Oilers sont mieux d'ouvrir vraiment la machine offensivement ou de resserrer le jeu défensivement. Moi, je pense pas. Moi, ce que je vois, c'est probablement Colorado qui va passer. Oui, parce que je m'excuse, mais avec les gros sapins, puis on parle pas d'une bûche de 3 pieds de diamètre, je dirais quasiment un diamètre de 7 pieds de bûche. Là. Je veux dire, Mike Smith donner des cadeaux comme des sapins, comme c'est pas possible à Noël. On a vu les lancers, le de Johnny Gaudreau, là, c'est complètement... D'un bout à l'autre de la patinoire. Oui, ça, c'était pas fort, là. Non, c'était pas Zadorov, je me souviens plus du nom du défenseur. Mais moi, effectivement, c'était absolument affreux. Bon, à la défense, c'est vrai que la rondelle a la même couleur que les chandails à domicile des Oilers. Ça, c'était pas vraiment brillant du côté marketing, mais bon. Si on regarde la série actuelle, Colorado-Saint-Louis, Colorado va passer Saint-Louis? Ça, je le sais pas. Parce que Saint-Louis a vraiment une chimie qui est vraiment très intéressante. On a vraiment une belle cohésion et tout le monde produit à Saint-Louis. Tarasenko, Buchnevich, Perron, O'Reilly, on voit vraiment la répartition qui est très bien faite au sein des Blues et c'est ce qui me fait peur pour l'Avalanche du Colorado. Si on n'est pas en mesure vraiment de fermer rapidement, ça l'ouvre la porte aux Blues de rester en vie. Et malgré le fait que John Bennington n'est plus devant le filet à cause qu'il a été blessé, Husso fait très bien. Il l'a démontré durant la saison qu'il est capable de faire le travail. Il fait des arrêts incroyables. Exactement. Chez l'Avalanche, on s'est privé de Samuel Girard qui est blessé également, qui ne devrait pas être de retour des séries. On perd un gros morceau au niveau de la deuxième paire de défensive chez l'Avalanche. Moi, personnellement, je donne pas ça pour... Je prends pas ça pour acquis dans le cas du Colorado. J'aurais pensé que ça aurait été plus facile. Non, honnêtement, c'est sûr qu'avec le tour du chapeau de McKinnon, je pense que normalement, quand ton meilleur joueur connaît un tour du chapeau, ton équipe doit être en mesure de l'emporter. Ça n'a pas été le cas. Le 6e match est à Saint-Louis. Moi, j'ai dit Colorado en 6, mais là, plus je regarde les Blues jouer, plus je me dis, je pense qu'on est en train de revoir les Blues de 2019. Et en plus, sans Alexandre Pietrangelo en plus. Donc, on pourrait voir le Blues Edmonton? Là, tu me demandes ma prédiction, là? Ouais? OK. Je vais rester avec ma logique. Je vais rester ma prédiction de départ, Colorado en 6, mais soyez pas surpris si Saint-Louis passe à travers de Colorado. Ça, d'ailleurs, c'est probablement la meilleure série du deuxième tour. OK. Donc, Colorado qui va affronter... Edmonton. Et là, du côté, parce qu'hier, je regardais jouer les Rangers, et je voyais les Rangers avant-hier, et je voyais les Rangers hier. Ouais. Et là, on dit que les Hurricanes, quand ils sont sur leur glace, et les Hurricanes, quand ils sont à l'extérieur, il y a des statistiques qui... C'est incroyable de voir la différence. 7-0-0-5. Ouais. 7-0 à domicile, 0-5 à l'étranger. Et là, on a vu hier les Rangers, écoute, ça jouait pas. En tout cas, moi, je ne sais pas si c'est les Hurricanes qui donnaient cette impression-là que les Rangers ne jouaient pas, mais c'est pas le club que j'ai vu avant-hier qui était partout sur la rondelle, qui était... Écoute, chez les Rangers, on a une jeune formation où est-ce qu'on a peu d'expérience en séries éliminatoires. Ça paraît peut-être un petit peu. Les Hurricanes de la Caroline, il faut quand même le mentionner, dans les dernières années, l'an passé, on a quand même fait les séries puis on s'est buté à des bonnes formations. Ce qui fait en sorte qu'on a de l'expérience un peu plus. On a un noyau qui est un peu plus serré également. Je crois que les Rangers passeront pas au troisième tour. Et c'est pas parce que j'adore les Hurricanes de la Caroline. En fait, c'est loin d'être ma meilleure formation. Mais je pense que les Rangers ne passeront pas tout simplement parce que avec Anderson devant le filet, je trouve que la combinaison générale, en finale, en séries éliminatoires, c'est pas nécessairement tes meilleurs joueurs qui vont te faire gagner. C'est vraiment la façon dont tu équilibres ton équipe. Et chez les Hurricanes, il y a quand même 3 bons trios avec beaucoup d'expérience au sein de la formation. Ce qui fait en sorte que moi, j'ai privilégié les Hurricanes en 6 dans cette série-là. Je pense qu'ils vont être en mesure de remporter le match numéro 6 au Madison Square Garden. Ils ne passeront pas Tampa Bay si c'est le cas. On pourra voir, on en reparlera, parce qu'on va s'en reparler à la fin de cette série-là. Mais sais-tu quoi? Moi, je pense que Tampa Bay va quand même gagner contre la Caroline.
Parce que si tu me donnes le choix entre Frédéric Anderson et Andrei Vasilevskiy, je prends Vasilevskiy à 100 000 $. C'est sûr. Alors, Tampa Bay contre Caroline. Ce sont ces projections. Je les ai écrites, d'ailleurs. Et je vais me planter. Colorado contre Edmonton. Et je me plante, c'est garanti à 100 %. Écoute, tu voulais nous parler de tennis. Ben, en fait, est-ce qu'on peut y aller avec la Ligue d'hockey junior major du Québec? Parce qu'il y a un petit gars de la place qui a marqué le but gagnant pour les Cataractes de Shawinigan hier. Oui, vas-y, oui. Xavier Bourgault qui a marqué le but gagnant en prolongation pour égaliser la série 1-1 de chaque côté face aux Remparts de Québec. Match qui s'est terminé en première période de prolongation. Les Remparts qui, selon certains, ne sont pas favoris. Je lisais Stéphane Leroux cette semaine qui prédisait Shawinigan en 5. Oui. Shawinigan va battre les Remparts? Avec l'année des Remparts, cette année? C'est ce que Stéphane Leroux a avancé sur le site de rds.ca au cours de cette semaine. Oui. C'est une forte possibilité parce que les Cataractes de Shawinigan, comme je le mentionnais, il y a 2 semaines, n'ont pas eu nécessairement la chance d'évoluer de façon régulière avec un alignement partant complet. Il y a souvent eu des blessures au cours de la saison. Félix Riverain de l'Everest de la Côte-Sud a été rappelé à quelques occasions par la formation de Daniel Renaud. Alors, les Cataractes de Shawinigan ont vraiment une bonne chance pour remporter cette série-là. Et de l'autre côté, dans les Maritimes, les Islanders de Charlottetown avaient remporté le premier match 7-2 et ça s'est terminé 1-0 dans le deuxième match, en prolongation également à l'île du Prince-Édouard. Et devinez qui a marqué le but gagnant pour le Phoenix de Sherbrooke, un espoir du Canadien de Montréal et qui fait saliver plusieurs. Joshua Roy qui a marqué le but gagnant à Charlottetown hier. Donc, les 2 séries sont égales, une victoire de chaque côté. Je tiens à vous rappeler également pour les séries, pour la Coupe du Président, pour la Coupe Memorial, c'est le gagnant de la Coupe du Président qui va y accéder puisque les Sea Dogs de Saint-Jean, eux, ont été surpris au premier tour par le Sonic de Rimouski en 5 rencontres. C'est drôle, j'aurais pensé, je suis moins, je l'avoue, la Ligue de hockey junior major, je suis moins que la Ligue nationale. J'aime beaucoup les matchs de série. Moi, les séries de Coupe Stanley, j'écoute pas beaucoup le hockey dans l'année, mais les séries, c'est des équipes complètement différentes. C'est des joueurs qui veulent la victoire. Puis, alors, c'est du hockey très différent de ce qu'on voit dans l'année. Tout à fait. Mais j'aurais pensé que les Remparts, sans claquer du doigt, auraient eu ça plus facilement avec la bonne année qu'ils ont vécue. Oui, bien, écoute, je pense que chez les Remparts, on a vraiment le noyau, mais les Cataractes sont à maturité. Vous avez 4 formations qui sont véritablement à maturité au sein du carré d'as. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas une équipe qui est plus jeune qui a vraiment causé, qui a surpris une formation plus que l'autre. On a vraiment 4 formations qui ont pris le temps de se construire dans les 2 dernières années. Et je pense que peu importe qui va accéder, ça va être 2 formations. C'est sûr qu'on a peut-être une préférence pour les Remparts, mais avec un Xavier Bourgault du côté des Cataractes, on penche peut-être un petit peu la balance vers la Cité de l'Énergie. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que les Cataractes de Shawinigan, après plus de 40 ans d'attente, avaient gagné la Coupe Memorial. Exactement. Ça l'avait été contre les Sea Dogs. Est-ce que c'était... Non, c'était pas contre les Sea Dogs. C'était contre les Knights de London que les Cataractes de Shawinigan l'avaient emporté par la marque de 2-1. C'était Elias c'était un joueur russe-européen qui jouait pour l'équipe qui avait marqué le but gagnant en prolongation contre les Knights de London. Ça, je ne le savais pas. Voilà, tennis, il te reste 2 minutes. Oui, bien tennis, simplement vous dire qu'on est présentement dans le 2e Grand Chelem de la saison. On est à Roland-Garros. Petite parenthèse pour dire que Félix Auger-Aliassime est au 3e tour. Même chose pour Leilani Fernandez qui a réussi à passer au 3e tour. Elle joue contre la tombeuse de Bianca Andreescu au 2e tour, Belinda Bencic, la Suissesse qui est 14e raquette, qui est 14e tête de série. Bencic est l'une des favorites pour remporter le tournoi du Grand Chelem. C'est l'une des meilleures joueuses sur terre battue au sein du circuit de la WTA. Alors, c'est une grosse commande qui attend présentement Leilani Fernandez qui joue présentement contre la Suissesse. Vraiment, ma favorite pour Roland-Garros, c'est Iga Swiatek, la Polonaise. 29 victoires consécutives sur le circuit de la WTA. Consécutives. Elle a remporté 4 tournois lors de ses 4 dernières participations. Je ne parle pas du Grand Chelem, mais je parle des 4 tournois précédents. Donc, vraiment, ça fait la différence. Iga Swiatek qui est vraiment favorite pour remporter le tournoi du Grand Chelem. Chez les hommes, rapidement, Félix Auger-Aliassime, lui également, passe au 3e tour. Auger-Aliassime n'est peut-être pas nécessairement le favori sur terre battue. Moi, je pense qu'on risque d'avoir une surprise de Carlo Alcaraz, celui que plusieurs appellent le successeur de Rafael Nadal, qui a pris énormément de coffres, soit dit en passant, par rapport à l'année passée. Vraiment une grosse évolution au niveau physique. Alcaraz est l'un de mes 4 favoris pour remporter Roland-Garros cette année. Bien entendu, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Et je vais mettre un Norvégien dans le paquet,
Casper Ruud, son père, a joué sur le circuit de l'ATP il y a plus de 25 ans. Pour moi, ce sont mes 4 joueurs favoris là, pour remporter Roland-Garros cette année. Que dire de plus? Ça fait un plaisir, mon cher. Luc, on se revoit pour la fin de la série. Alors, on dit Tampa Bay contre Caroline. Oui. Et on dit Colorado contre Edmonton pour la prochaine série. Alors, on va voir des prévisions et des projections de notre ami Luc Carbonneau. Merci, Luc. Toujours intéressant de te recevoir. Salut, Michel. Connais son sport. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.